L'un de vous disait tout à l'heure que ça réduit le rôle et la fonction de l'analyste à pas grand-chose. Mais dites-moi, que fait l'analyste sinon recueillir ce qui chez l'autre est impossible à supporter, comme disait Lacan, hein. Et j'ajouterais ce qui est impossible à supporter seul. Alors, d'abord le verbe supporter, hein, c'est-à-dire ce qui est trop lourd à porter, ce qui fait fardeau, ce qui écrase, qui demande des efforts considérables. Et ensuite, le mot seul. C'est-à-dire que si un autre vient écouter l'impossible à supporter, et si cet autre intervient par des mots qui ne sont pas les mots de celui qui porte le fardeau, eh bien ce fardeau ne verra en rien diminuer son poids. C'est comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que ces mots-là, ce seront des mots étrangers. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de force transmissible, ou tout au moins pas dans la durée. Des mots tellement légers qu'ils s'envoleront sans rien changer au poids du fardeau supporté par le patient. En fait, comprenez que pour toute réponse aux mots du souffrant, il faut le silence. Le silence, c'est cet écran réfléchissant qui renvoie les mots à celui qui les a prononcés pour qu'il les entende différemment, hein, autrement, pour que les mots s'habillent d'un autre sens, qu'ils s'allègent de leur sens premier et qu'ils allègent par là même le fardeau à porter. Est-ce que pour autant ça signifie que les mots d'un autre, que l'analyste serait sans aucune portée? Bon, je dirais qu'il pourrait être bienfaisant, mais bienfaisant un peu comme le gant d'eau fraîche, hein, que l'on pose sur le front au cours d'une migraine. Les mots d'un ami, les mots d'un membre de la famille ou les mots d'un thérapeute un peu trop bavard, ce sont comme des flèches qui retombent avant d'atteindre la cible. Ils ne tiennent pas compte par exemple de la force du vent qui fait dévier la course des flèches. La plupart du temps, de quoi sont faits ces mots? Ils sont faits d'injonctions, de consolation, de conditionnement, de recettes, hein, 1000 fois rabâchées. Voyez-vous, quand on considère les mots de la plainte, les mots de la souffrance, on se rend compte qu'ils sont faits d'une matière très, très solide, d'une matière très, très dense. Ils sont prononcés comme ces rochers qui étaient expédiés par les catapultes, hein, dans les guerres anciennes. Quand on laisse ces objets ne rencontrer que le vide, eh bien, il se passe une transformation de leur densité. Le silence est une invitation à déployer tout un discours autour d'un objet brut, à aérer la substance de cet objet et donc à procéder de la part du patient à une véritable exploration de cette matière. On pourrait dire que pour la première fois, le patient a la possibilité de découvrir les replis de cet objet, son intimité, vous voyez? Alors, on critique toujours le silence en psychanalyse, mais le silence, c'est un mouvement à part entière. Et lorsqu'il m'arrive de critiquer des thérapeutes trop interventionnistes, trop consolants ou apportant des solutions qui n'appartiennent qu'à eux, eh bien c'est parce que être économe de mots, c'est donner davantage de force à la parole. Après, bien sûr, on peut se demander, pour que les choses fonctionnent ainsi, est-ce que le silence seul suffit? Est-ce que ça ne fait pas justement un peu recette miracle? Eh bien, moi qui aime cuisiner,
Je sais très bien que la recette d'un bon petit plat nécessite autre chose qu'un ingrédient unique. Si un lien très particulier ne se crée pas entre le patient et l'analyste, eh bien la magie n'opère pas. Et ce lien, évidemment, vous le connaissez, c'est celui du transfert. Et c'est par ce lien que le patient prête à l'analyste le savoir qui lui permettra de comprendre quelque chose à ce qu'il vit et dont il souffre. Vous savez, j'évoque souvent ce qui caractérise à mon sens d'une façon exclusive la psychanalyse par rapport aux autres approches, à savoir le gain, c'est-à-dire le gain de la part du patient. Quand une personne fait le choix d'entrer en analyse, elle est véritablement prise par un désir très puissant de savoir. Et si par l'effet du transfert, elle considère au début de l'analyse que c'est l'analyste qui est dépositaire de ce savoir, eh bien petit à petit, au fil du travail, elle s'aperçoit que ce savoir, c'est en elle qu'il gît, en quelque sorte en attente. Voilà, en attente que la personne découvre que c'est en elle que gît le savoir en question. Et bien cette découverte-là, qui appartient en propre à la psychanalyse, elle est porteuse d'une joie immense, d'un profond plaisir. C'est une gratification que le patient ne doit qu'à lui seul. Et avec elle, grâce à elle, eh bien, le patient s'extrait littéralement de sa gangue de souffrance. Vous voyez cette image-là, l'image de l'extraction? Bien sûr, on imagine aisément que ces fruits du travail analytique demandent du temps. Oui. Et alors, l'inconscient, ça n'est pas une partition musicale que l'on déchiffre comme on lit un roman de gare. Une réserve s'impose toutefois. Une réserve qu'il est important de préciser. Est-ce qu'un tel dispositif peut s'appliquer aux pathologies psychiatriques? Notre physiologie peut être parfois déficiente. Notre cerveau peut manquer de telle ou telle substance. Et il est alors évident que nous devons recourir à la chimie et à un certain nombre de molécules qui permettent de rétablir un mieux-être, un mieux vivre, un meilleur équilibre. Mais hormis ces cas cliniques particuliers, regardez comme on a de plus en plus tendance désormais à psychiatriser tout et n'importe quoi. Voyez comment on considère des sentiments humains tout à fait normaux en posant un diagnostic impératif d'intervention. Les sentiments, ce ne sont pas des maladies, et donc ils ne doivent pas être pathologisés. Il y a quantité d'épreuves de notre vie qui doivent faire l'objet d'une élaboration pour être traversées et ensuite intégrées à notre histoire personnelle. Être mis sous médicaments, vous savez, c'est très décourageant. C'est une condamnation à souffrir encore et encore si l'on cesse de prendre les produits. C'est une anesthésie de notre pensée. Autrement dit, tout le contraire de ce à quoi invite une psychanalyse, c'est-à-dire une danse avec les mots.